Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Intelligence du Monde. Ce soir, nous engageons une nouvelle série et cette série est consacrée à la norme. C'est quoi la norme? La respectons-nous? Pourquoi est-ce important d'avoir des normes? Nous allons parler au cours de cette série des différents secteurs d'activité et nous allons, avec des experts que nous avons en plateau, parler de leur domaine spécifique. Et ce soir, nous parlons de l'éco-construction. Ça peut sembler loin, pourtant, c'est si proche et si important. Donc voilà, Madame, Monsieur, le thème de l'émission de ce soir. Et avec vos permissions, je vous présente ceux qui sont avec nous sur ce plateau ce soir pour en parler. Et je vais commencer par ma droite. Je commence par le professeur Esso Elamé, qui est géographe urbaniste à l'Université de Padoue en Italie et qui est professeur associé à l'Institut des Relations internationales du Cameroun. Professeur, bonsoir. Et à l'École nationale supérieure des travaux. Des travaux publics, ça faisait un peu long pour moi, donc ça fait beaucoup de choses à faire. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ok. À côté de vous, j'accueille une dame qui est connue au Cameroun et pas que, qui est dans le domaine effectivement des travaux publics, qui est Madame Ghislaine Ketcha-Tessa, qui est ingénieure, fondatrice et CIO des Millennium Immobilier. C'est bien ça? C'est exactement ça. Madame Ketcha, bonsoir et merci. Merci. D'être la seule dame sur le plateau. Merci à vous de nous recevoir. Ça nous fait plaisir en tout cas. En face de vous, je vais commencer par Monsieur Kevan Djahabani, j'espère que je prononce bien, qui est ingénieur spécialiste en construction durable. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous recevoir. Et je vais terminer par Monsieur Denis Liona Piedjou, qui est architecte et conseiller technique numéro 1 à l'ANOR. C'est l'agence des normes du Cameroun. Et de la qualité. Et de la qualité. En tout cas, bonsoir et merci à tous les Bonsoir. quatre d'avoir accepté notre invitation. Comme de coutume dans cette émission, nous plantons le décor avec un reportage qui nous plonge dans le sujet. Et je vous invite à suivre ce reportage que signe Jefté Tiemedi. Nous sommes dans le village Foréké à Tchang, dans l'ouest du Cameroun, le 21 septembre 2017. Alors qu'une forte pluie s'abat sur la ville, des passants cherchent désespérément un abri sous un bâtiment R+4 en plein chantier. Alors que la pluie et les vents soufflent, les populations entendent un bruit semblable à une explosion. Rapidement, les populations accourent et découvrent l'horreur. Le bâtiment en chantier vient de s'effondrer et a englouti passants, maçons et charpentiers qui s'y trouvaient. Le bilan est lourd, au moins 15 morts sur le carreau, en plus des blessés graves qui seront certainement handicapés. Construire sa maison, l'intégrer et profiter de la quiétude et des avantages de la propriété, c'est le rêve de la plupart des individus. Un rêve qui se réalise au prix de bien de sacrifices, des fois l'œuvre de toute une vie. Mais voilà, il arrive que ce rêve s'effondre littéralement alors que sa réalisation était quasiment à portée de main. Dans la plupart des cas, un indicateur est pointé du doigt, la qualité du matériau de construction qui n'est pas toujours en adéquation avec les normes, encore moins en conformité avec l'environnement, étant donné que par définition, la construction nécessite l'utilisation de matériaux, ces derniers exercent une influence considérable sur les performances techniques du bâtiment et son impact sur l'environnement et la santé des habitants. Les matériaux vont être choisis selon plusieurs critères. Bien sûr, les caractéristiques physiques thermiques, en l'occurrence, sont les premiers critères qui vont permettre de définir un matériau intéressant pour une construction durable. Donc on va savoir si le matériau a une bonne inertie, c'est-à-dire qu'il permet de s'opposer au transfert de chaleur. On va essayer de regarder donc s'il permet d'avoir un bon confort thermique quand on l'utilise, mais d'autres critères vont rentrer en compte, comme par exemple la proximité de ce matériau avec le lieu de construction, c'est-à-dire qu'on peut avoir un matériau qui a des très bonnes caractéristiques thermiques, mais qui est à 10 000 km du lieu de construction à ce moment. Il ne pourra pas être considéré comme un bon matériau pour l'éco-construction, bien qu'il ait des caractéristiques qui sont excellentes pour cela. Donc je prends l'exemple du bois qui revient souvent. On dit le bois est un très bon matériau. Et il est vrai que le bois est un très bon matériau, mais dans nos contextes où les forêts ne sont pas forcément encore organisées pour respecter les règles de développement durable, on ne peut pas tout le temps, on ne peut pas vulgariser ces constructions tant qu'on n'a pas travaillé sur la protection de la forêt et sur le traitement de ces bois. Les matériaux de construction sont responsables d'environ 15 à 18% de l'impact environnemental total d'un bâtiment. Outre une amélioration drastique des performances énergétiques du bâtiment, il y a aussi lieu d'opérer un choix réfléchi des matériaux de construction durables. Dans ce contexte, il importe de tenir compte de 3 critères importants: les performances techniques,
l'influence sur l'environnement et les conséquences sur la santé. Il est de fait inutile d'utiliser un matériau de construction qui n'exerce pas d'influence nocive sur l'environnement si sa durabilité dans le temps ne peut être garantie ou s'il présente des performances techniques insuffisantes. Du coup, il est important, avant de construire, de se poser la question de savoir quel est le bon matériau pour mon chantier. Le bon matériau va dépendre du coût, donc de l'énergie grise qu'elle va générer, c'est-à-dire l'énergie liée à sa fabrication et à son transport. Elle va dépendre du type de construction qu'on fait. Donc si on fait une construction légère, un bâtiment élevé, on va choisir en fonction de la durabilité du matériau et bien sûr de ce que la personne souhaite. Donc un bon matériau tout seul, non, mais un bon matériau en fonction des différentes contraintes qu'on a à résoudre, oui, ça existe, on peut choisir. De manière générale, il existe différentes possibilités afin de faire prendre conscience de ces aspects aux professionnels de la construction et de les aider dans le choix de leurs matériaux. D'une part, on relève un certain nombre d'obligations légales qui entrent notamment dans le cadre de la réglementation et d'autre part, des initiatives volontaires sont développées, ce qui rentre dans le cadre de la certification et des labels. Merci à Jeff Tété-Médier pour ce reportage. Alors, on revient sur le plateau de l'intelligence du monde et je vais m'empresser de donner la parole à M. Denis Léonard Piédou pour une réaction par rapport au reportage. On est parti d'une situation un peu dramatique. C'est la déformation des journalistes. On peint déjà le noir pour montrer en fait qu'il y a un réel problème dans le respect des normes de construction au Cameroun parce qu'à part ce bâtiment, vous êtes certainement au courant, on a eu à un moment donné plusieurs autres bâtiments qui du jour au lendemain s'effondrent. Oui, merci Monsieur le Domché. En réalité, l'effondrement d'un immeuble est très souvent la conséquence d'un certain nombre de désagréments dans tout le processus qui conduit à la construction, dès la phase d'étude. Vous savez, tricher sur les modèles de calcul, tricher sur la qualité de la prescription, tricher sur la mise en œuvre conduit fatalement à la catastrophe. Donc ce que je pourrais dire là vraiment de prime abord, c'est que la science de la construction fait intervenir tellement de facteurs qui chacun nécessite une attention particulière. Il suffit d'un maillon faible pour que ce soit par ce maillon-là qu'arrive la catastrophe. Et je dirais ce que dit Mme Tessa, DG de Millennium, est tout à fait vrai. Nous constatons au Cameroun que les critères de choix de matériaux n'ont rien à voir avec ce qu'ils auraient pu être. Vous parliez tout à l'heure de ce que l'Afrique était il y a plusieurs siècles. Quand vous voyez les constructions anciennes à Tombouctou, au Mali, les gens construisaient non seulement en prélevant non loin du site de construction des matériaux, mais respecter un dimensionnement qui leur permettait d'assurer la stabilité de l'ouvrage et d'assurer le confort thermique parce qu'il faisait très chaud. Aujourd'hui, on n'a pas, dans aucun cahier de charges au Cameroun, vous verrez une prescription étude thermique du bâtiment pour savoir quelles sont les caractéristiques thermiques requises pour les matériaux. Je prends le cas du parpaing. Nous avons des parpaings à 2 trous. Il est évident que quand vous avez 10 cm de vide d'air entre 2 parois de parpaing, vous avez de la convection thermique. Vous faites tout sauf créer le confort. La prescription voudrait, comme ça a été fait ailleurs, que les trous, les vides dans les parpaings ne dépassent pas 5 cm pour éviter les effets de convection. C'est-à-dire que quand le soleil frappe sur une façade, c'est par les murs que, par rayonnement, cette chaleur, par infrarouge, atteint l'intérieur de la maison et crée donc de l'inconfort. Par conséquent, on a tendance à mettre un appareil de climatisation dans un bâtiment qui n'a pas été conçu pour cela. Et à la fin, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? C'est de traficoter les compteurs pour éviter de payer cher. Et ça, je vous dis, c'est la pratique. Vous arrivez à Douala, vous arrivez dans une maison qui est en tôle, mais vous voyez un gros climatiseur. C'est assez aberrant. Il faudrait absolument que nous ayons des ingénieurs en thermique, que l'école polytechnique et l'école de travaux publics forment des spécialistes en thermique des matériaux. Vous savez, en France, le CSTB, qui est le Centre scientifique technique du bâtiment, a tout un département d'à peu près 150 personnes qui s'occupent des questions thermiques, avec des logiciels et
des ingénieurs formés pour l'utilisation de tels logiciels. Vous avez des bureaux d'études qui accompagnent la plupart des projets au plan thermique. C'est essentiel de mettre la thermique comme un des critères premiers dans le choix des matériaux. Voilà. Alors, je vais, avec vos permissions, donner la parole à Mme Ketia, qu'on voit dans le reportage. Quand vous suivez ce reportage, quand on voit effectivement ce que nous dit M. Piediou, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça veut dire, en fait, on est dans une forme d'anarchie. On parle là, on a vu l'exemple du Cameroun, mais j'ai envie de dire c'est un exemple qui est duplicable à souhait dans certains pays africains. À toute l'Afrique d'ailleurs, donc je vous remercie de me donner la parole. Donc moi j'ai intervenu là sur la partie thermique des matériaux, mais en ce qui concerne le bâtiment qui s'est écroulé, c'est exactement ce qu'a dit M. Piediou, c'est toute une phase pour la construction, depuis la conception de l'immeuble, en l'occurrence le calcul, jusqu'à l'étude de sol. Premièrement, et la mise en œuvre de tout ce qui a été calculé. Mais on a constaté ce que je constate, je ne peux pas dire que c'est une vérité, mais c'est quelque chose que je constate au cours de l'exercice de mes fonctions. Et il y a la phase conception et calcul de structure, et très souvent, elle est éliminée, négligée, éliminée. La phase étude de sol est négligée. Donc souvent, les gens partent par empirisme. Enfin, moi, j'ai vu des aberrations sur les chantiers où on vous dit « mais moi, j'ai eu l'habitude de mettre un poteau comme ça. » Enfin, des choses, pour nous, l'ingénieur, c'est tout à fait incompréhensible. Et on part sur ces bases-là pour construire des bâtiments de R plus 2, 3, 4, 5 niveaux. Évidemment, donc il n'y a pas que la question des matériaux qui fait écrouler les bâtiments. Il y a aussi cette partie, le travail technique de l'ingénieur qui est purement et simplement éliminé. Et donc, quand vous alignez ça, plus la qualité des matériaux, le choix, les mélanges, tout ça mis ensemble, on ne sait plus ce qu'on a. C'est pas un bâtiment qu'on a construit. Moi, je ne dirais pas que c'est un bâtiment, c'est une forme qui a été construite. C'est quelque chose, donc forcément. D'accord. On va revenir sur le choix des matériaux, mais je voulais une première prise de parole pour chacun par rapport à ce que vient de dire les autres professeurs Isso. Oui, il y a des matériaux qui sont utilisés dans le BTP, mais qui proviennent de nulle part. On ne peut pas, comme ça, avoir des projets immobiliers sans qu'on puisse avoir une industrialisation des matériaux de construction. L'industrialisation va nous aider à avoir les normes, à avoir des produits qui respectent la qualité. Ça va rassurer l'ingénieur quand il travaille en se disant « j'ai bien fait mes calculs, mais au même moment, j'ai des matériaux qui correspondent à l'attente, n'est-ce pas, du marché. » Donc cet aspect, à mon avis, est très important. Quand vous parlez d'industrialisation, vous faites référence à quoi? Je fais une expérience très simple. Ouais. On est habitué chez nous, on veut faire une maison, on frappe des parpaings. Ouais. On veut du sable, on prend le sable n'importe où. On prend le sable n'importe où. Alors un sable est pris dans un environnement qui peut être un environnement pollué. On peut avoir un sable qui ne reprend même pas aux normes de qualité par rapport à la construction. Et donc du coup, vous avez comme ça des matériaux de base qui sont indispensables pour la construction, mais qui ne respectent aucune traçabilité. Donc de fait, c'est un obstacle réel. Il faut que la chaîne de production des matériaux pour la construction soit mise en place. Et après qu'on a une chaîne d'industrialisation des matériaux, il faut aussi passer à la phase d'industrialisation même des entreprises du BTP. Pour qu'on ait des entreprises qui ont beaucoup plus d'expérience et qui peuvent faire un travail véritablement de qualité. Mais ça renvoie à un autre problème. Est-ce que nous disposons le capital humain pour faire cela? Alors tout à l'heure, le collègue il mettait en évidence la question thermique. Mais la question qu'il met en évidence, vous voudrait dire quoi? Vous voudrait dire que pour un pays qui se dit à l'horizon 2050, 2030, 2020, je voudrais atteindre un tel objectif dans le domaine, n'est-ce pas, de l'éco-construction, ça suppose commencer maintenant à former toutes les compétences techniques capables de faire à ce que ce qu'on a vu ne puisse plus jamais se reproduire. Or, quand vous n'avez pas ça, vous n'avez même pas suffisamment d'ingénieurs pour pouvoir effectivement dimensionner les infrastructures, parce que c'est aussi un problème réel. Nos pays manquent d'expertise dans ces domaines-là. Et à ce moment, il y a des ratés. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on ne sait pas les faire, parce qu'on ne peut pas les faire, parce qu'on n'a pas suffisamment de potentiel pour pouvoir le faire. Alors, M. Djahabani, je vous donne la parole également pour cette première prise de parole. C'est quoi, selon vous, le problème? Déjà, je trouve intéressant que vous ayez commencé cette discussion sur l'éco-construction en abordant le problème via l'angle de vue du matériau, parce que c'est vrai que c'est un petit peu la pierre angulaire, et c'est d'ailleurs dans beaucoup de pays les réglementations environnementales du bâtiment et thermiques
ont été abordés via le matériau, la performance énergétique des matériaux. Concernant le problème, je pense que ce qu'a dit mon collègue juste avant, c'est tout à fait pertinent, c'est que le fait de pouvoir avoir les matériaux produits sur place et à un coût raisonnable a de ce fait un gros impact sur la possibilité de le mettre en œuvre. Je pense notamment, on pourrait parler notamment des isolants thermiques tout simplement, qui sont justement un aspect principal de la thermique du bâtiment. Alors pas nécessairement le seul, mais l'un des principaux. Oui, je pense que c'est déjà un premier problème à ce niveau-là. D'accord. Avant de parler du choix, je voulais revenir avec M. Piédu de la Norme, parce que vous êtes là pour contrôler les normes et la qualité. Comment vous expliquez que ce soit possible que nous soyons aujourd'hui, on est en 2018 si je ne m'abuse, et qu'on puisse, vous, en tant que quelqu'un de la Norme, nous dire que les gens font du n'importe quoi en fait. À quoi est-ce que vous servez alors finalement? Alors, je vais vous dire. L'Agence des normes et de la qualité élabore les normes. La surveillance du marché, au sens de contrôler ce qui est vendu dans les quincailleries, entre guillemets, ça relève du ministère du Commerce. Donc l'Agence des normes élabore et certifie la conformité. Donc il faut qu'une norme existe, que les produits soient certifiés pour qu'on soit à peu près sûr que sur le marché, vous avez de la qualité. Mais celui qui peut aller sur le marché, contrôler cela, c'est le ministère du Commerce. Il serait souhaitable que les missions de la norme s'étendent au contrôle. Parce que c'est un peu Il serait souhaitable. Ouais. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc nous suivons au niveau de la norme les procédures internationales concernant l'élaboration des normes. Certes, la norme est jeune dans le processus parce qu'il y a des États qui sont en 60 ans, 70 ans de processus d'élaboration des normes. Nous, on peut compter 2010-2017, ça fait 7 ans. Nous sommes à 2500 normes à peu près pour 45 à 50% de normes dans le secteur des matériaux de construction et encore, dans des secteurs comme l'éco-construction, il y a encore beaucoup à faire. C'est dire qu'on ne peut pas, en si peu de temps, mettre en place les normes dans tous les secteurs. En revanche, nous avons mis en place un programme national d'élaboration des normes qui est assez dynamique, qui permet, au gré des sollicitations, comme c'est le cas dans le secteur du développement durable et de l'éco-construction, de faire entrer dans le programme de normalisation des matériaux qui, au départ, n'étaient peut-être pas prévus comme matériaux prioritaires. Le gouvernement peut nous saisir aussi. Par exemple, nous constatons là que pour les stades, on importe des matériaux préfabriqués. Nous, notre rôle en tant qu'ANOR, c'est de très rapidement mettre en place les procédures de contrôle qualité de ces matériaux importés et de tous les matériaux qui sont nécessaires à la mise en œuvre au niveau local. Parce que quand vous avez préfabriqué, après, il faut les adjoindre au niveau local. Vous comprenez? Donc, le vrai problème, c'est l'application des normes. C'est la chaîne de ceux qui appliquent les normes. Nous avons des laboratoires au Cameroun avec lesquels nous travaillons. La norme ne fait pas les essais à la norme. La norme s'adresse à des laboratoires pour obtenir des essais sur les matériaux de construction. Mais encore faut-il que ces laboratoires soient accrédités au sens de leurs compétences à exercer ce métier. Et accrédités dans plusieurs métiers. Par exemple, vous prenez le cas du fer à béton, on va faire des essais à la traction, mais peut-être qu'on ne peut pas faire au Cameroun des essais chimiques pour voir le taux de carbone pour s'assurer. Il est arrivé au Cameroun qu'on trouve des matériaux, entre parenthèses, appelés fer, mais qui se brisaient comme des brindilles de bois. Ce qui est inadmissible. Simplement, le fabricant tricheur a fait au-dessus quelque chose qui ressemble au fer tort, mais sans que dans son contenu, ce soit du fer. Donc si nous n'avons pas au Cameroun la capacité de faire des analyses chimiques, vous comprenez bien que nous ayons des soucis. Mon collègue de gauche parlait tout à l'heure des isolants thermiques. Comment devons-nous nous positionner? Nous avons des isolants qui ont pour origine les composés pétrochimiques, polyuréthane, polystyrène. Nous avons des isolants aujourd'hui à base de paille, à base d'herbes, à base de végétaux. Nous devons faire un choix. Nous avons des isolants à base de laine de verre, etc. Si nous faisons le choix de favoriser tout ce qui est d'origine végétale, nous devons donc mettre en place
tout le processus de formation des ingénieurs, Comme le disait le professeur etc., Esso il faut tout à mettre l'heure. toute l'infrastructure nécessaire et pour le contrôle qualité en termes au sens de la certification et pour la mise en œuvre. La mise en œuvre, tout à fait. Et si nous faisons le choix de passer aux isolants type polyuréthane, polystyrène, parler tout à l'heure de l'intelligence du monde, l'Afrique, notamment notre zone, le golfe de Guinée, qui a du pétrole, qui exploite du pétrole depuis des années, pourquoi continuons-nous à vendre du pétrole brut? Pourquoi ne passons-nous pas au stade de la fabrication des composés pétrochimiques qui, eux, sont nécessaires pour ces industriels européens quand ils veulent fabriquer du polyuréthane? Vous prenez pour obtenir de l'isocyanate, par exemple, il faut partir du pétrole, extraire les composés pétrochimiques. Donc, si nous n'avons pas les moyens d'installer l'usine de fabrication du polyuréthane au Cameroun, pourquoi ne pas pousser notre organisme national de pétrolier, la SONARA, à se lancer dans la fabrication des composés pétrochimiques que nous pourrons vendre à ceux qui ont besoin de cette matière première pour fabriquer les isolants. Oui, mais Ça nous permettrait... Le professeur Esso voulait réagir, oui. Juste- oui, la question. C'est juste pour dire, il y a un choix politique à faire. Voilà. Ça, c'est clair. tout. Quel que soit le choix que nous pouvons faire, il est question de s'assurer que les normes dans le secteur existent et sont soient respectées. Alors, je voulais donner la parole à Mme Ketia pour parler effectivement de l'importance du choix des matériaux. Parce que là, on veut parler de l'éco-construction, on parle de l'importance du choix des matériaux. Ce que j'ai cru comprendre dans le reportage, c'est qu'il est important, lorsqu'on veut construire une maison, par exemple, de veiller à ce que le matériau utilisé soit en conformité déjà avec l'environnement dans lequel on bâtit. Pourquoi c'est important de faire ce travail-là? Quand on parle d'éco-construction, en fait, on parle d'une construction qui va être moins énergivore, donc moins consommatrice d'énergie, qui va améliorer la santé, le confort des occupants et qui va être respectueuse de l'environnement. C'est basiquement ça, l'éco-construction. Donc, bien sûr, je mets à part le côté solidité du matériau qui est un préalable. Hein. Quand on fait un calcul de structure, c'est un préalable. On a plusieurs choix de matériaux. Et en second, il faut choisir ceux qui répondent aux règles de l'éco-construction, donc qui vont permettre de consommer moins d'énergie, qui vont permettre de respecter ce confort et de respecter l'environnement. Donc, ces critères-là, d'abord la question énergétique, il y a plusieurs façons de respecter le confort thermique. On a des matériaux qui vont être fabriqués avec le moins d'énergie possible. Donc, choisir ceux qui vont dépenser le moins d'énergie possible pour être fabriqués. Mais il peut arriver qu'on choisisse des matériaux qui vont quand même être consommateurs en énergie au moment de la fabrication, mais qui vont par la suite permettre des économies d'énergie pendant la vie du bâtiment. Parce qu'il faut bien comprendre que l'énergie consommée dans un bâtiment, c'est 20% pendant la construction, 80% pendant l'exploitation du bâtiment. Et c'est ce que tout le monde oublie. Donc, tout le monde se focalise sur la construction et construit un bâtiment en 20% en disant je vais économiser, mais il oublie qu'il a 80% dans tout le reste de la vie. Donc, toute la vie du bâtiment, on est sur 100 ans. C'est des cycles très longs. On a 80% de la consommation, donc la clim à fond. Alors que si vous aviez conçu dépenser un peu plus pour diminuer cette consommation de clim, vous auriez économisé sur les 80% d'énergie. Et je vais plus loin en disant que les bâtiments consomment 40% de l'énergie produite dans le monde à peu près. En fait, c'est estimé dans le monde, 40% de l'énergie produite l'est pour les bâtiments et contribue à 20% des gaz à effet de serre. Donc, c'est simple de comprendre que si on diminue la consommation d'énergie dans les bâtiments, on règle un grand problème. C'est une approche holistique. Donc, diminuer cette consommation d'énergie dans les bâtiments, c'est choisir des matériaux qui vont nous permettre d'économiser l'énergie au cours de la vie du bâtiment et pas forcément simplement dans la construction. Donc, économiser l'énergie, choisir le bon matériau qui va être économe, choisir celui qui ne va pas être loin et dépenser beaucoup pendant le transport et choisir celui qui va nous permettre d'utiliser le moins d'énergie pendant sa vie. Et c'est ces critères mis ensemble qui vont et puis après donc ça c'est des critères physiques, hein, thermiques, oui, c'est du calcul physique. Et ben tout ça mis ensemble nous permet d'avoir une liste de matériaux qui sont bons à Dakar, bons à Douala, bons à Kigali. Donc c'est pas forcément les mêmes. Ils vont tourner autour des mêmes caractéristiques, mais c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que ce qui est très bon pour ici n'est pas forcément bon pour l'Occident parce que on n'a pas les mêmes choses. Donc chez nous on doit éviter la consommation de clim. Donc, on va chercher des matériaux qui empêchent la chaleur de rentrer dans la maison, en tout cas qui la diminuent, qui permettent le confort thermique. Donc, ces matériaux, c'est ceux qui sont adaptés à notre environnement. Donc, l'éco-construction a beaucoup à voir avec l'environnement dans lequel on se trouve, le relief, le climat, et pas simplement
la nature, la solidité du matériau qui, bien sûr, est un préalable. Voilà. Alors, professeur Esso, quid des matériaux locaux? Moi, j'ai beaucoup entendu à un moment donné, on faisait la promotion de l'utilisation des matériaux locaux. C'était important. Je pense dans un pays comme le Cameroun, on a une société qui s'appelle le Promalo, qui est là pour effectivement inciter les gens à construire à base des matériaux locaux. Alors, quid de cet aspect-là? Moi, de mon point de vue, le problème des matériaux locaux, c'est un faux problème. Hein, on déplace tout simplement la réflexion. Tous les matériaux utilisés au Cameroun, en principe, sont locaux. Hein. La question, elle n'est pas là. Le béton est un matériau local. Le béton est un matériau local. J'insiste, c'est un matériau local. Oui. Tout à fait. Enfin, je crois que le problème, c'est est-ce que nous savons ce que nous voulons faire par rapport à l'habitat dans nos pays? Est-ce que nous avons formé ceux qui doivent faire ce qu'on voudrait? Bien formés par rapport à tout ce qui a été dit. Question de normes, question thermique, tous ces éléments-là. Pour que quand on a un projet de bâtiment dans notre pays, certains problèmes, on ne peut plus les avoir. Et on ne peut plus hésiter par rapport à certains choix parce qu'effectivement, nous avons des personnes qui sont bien formées pour le faire et nous avons une bonne vision de ce que nous voulons faire. Voilà. Donc, à mon avis, le problème n'est pas au niveau des matériaux locaux. Le problème, c'est au niveau, est-ce que le matériau en question respecte les normes environnementales par rapport à la question énergétique? C'est indispensable. Elle a très bien précisé la durée de vie des matériaux, la consommation énergétique des matériaux, et on doit réfléchir là-dessus. Quels sont les matériaux les plus appropriés par rapport à notre contexte de vie climatique? Et le deuxième problème, qui est très important pour moi, c'est également quels sont les matériaux qui correspondent aussi à notre environnement culturel. Parce que n'oubliez pas que le bâti restitue un élément identitaire. Alors, dans notre pays, dans nos pays africains, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on constate? On a des bâtis qui sont déconnectés de l'identité culturelle. Alors, donc, il faut mettre les deux. Il faut avoir les matériaux appropriés par rapport aux questions climatiques, aux questions énergétiques. Au même moment, les matériaux qui donnent quand même, qui reflètent l'identité du territoire. Quand vous dites ça, vous faites référence à quoi? Ça veut dire que vous voulez que dans la conception, déjà dès la conception, il y a un travail qui est un lien avec la culture de nos différents pays. Mais oui. Ça s'appelle d'ailleurs la conception bioclimatique. Bioclimatique, ça oui. Ça s'intègre dans son environnement, dans son climat, dans son relief. Oui, M. Djahabani voulait réagir. Je voulais réagir par rapport à ce qui s'était dit sur les deux dernières interventions. C'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment par rapport, alors principalement sur la qualité thermique des matériaux, sur leur aspect local, qui d'ailleurs, comme l'ont très bien dit mes camarades ici, c'est que c'est en effet un faux problème. Il y a, alors en général, on peut aussi amener sur le débat par rapport aux matériaux. Et si j'étends plutôt qu'à la performance énergétique sur vraiment l'éco-construction de manière générale, il y a aussi l'aspect de la santé qu'on oublie trop souvent, notamment au niveau des un exemple tout simple, des peintures. Donc en général, c'est plutôt les matériaux qui sont dans tout ce qui est la partie design intérieur, les bois parfois, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect-là aussi. Si on parle vraiment d'éco-construction, donc là on est sur un aspect plus global qu'uniquement le confort thermique dans le bâtiment. Et là, dans ce cas-là, l'aspect santé et culturel intervient aussi à ce niveau-là. Oui, monsieur Pizio. Oui, je vais compléter en disant que cette question-là, ça intègre la problématique des murs, celle de la toiture, la problématique de la ventilation. On parlait tout à l'heure des problèmes de santé. Un air qui est vicié, qui reste trop longtemps dans un local est susceptible de créer des problèmes pulmonaires. Donc, la conception architecturale doit pouvoir créer des zones de dépression pour que l'air circule. Et on le voit ici avec les bâtiments, avec les carreaux sur les murs. Oui, justement. Qui ne respirent pas. Alors, mais c'est à la mode. Je vais vous dire, en réalité, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. En fait, ce que vous essayez de nous dire, c'est que tous ces beaux immeubles qu'on voit dans les capitales africaines, carrelés, parce que c'est très beau à voir. Carrelés collés, parce qu'il y a une façon de mettre le carreau qui laisse respirer le bâtiment. On peut créer une lame d'air entre le carreau et le mur. Et la paroi. Alors, je voudrais dire à l'attention de tous ceux qui nous écoutent, il est possible de faire des murs à haute résistance thermique ou à résistance thermique améliorée en utilisant une lame d'air non ventilée. Parce que la lame d'air ne coûte rien à personne et c'est une résistance thermique. Et vous savez, en thermique, c'est comme la loi des séries, les résistances s'ajoutent. Plus vous mettez en millefeuille des matériaux qui ont des bonnes performances, plus vous avez des chances d'avoir un mur qui, in fine, vous offre des bonnes performances et donc résiste mieux
au transfert de chaleur extérieure-intérieure. Maintenant, il ne faut pas oublier le toit. Nous avons des 30%. techniques qui peuvent éviter que la tôle fasse sa réverbération et ne renvoie des rayonnements au niveau des plafonds. Si on fait des charpentes, des toitures sur voligeage, rien que le fait d'utiliser du bois et de poser la tôle sur un platelage en bois, ça atténue déjà. Et si on gère bien la ventilation, le troisième aspect non négligeable, c'est le vitrage. Aujourd'hui, nous devons faire la promotion des vitrages peu émissifs. Parce que ce qui se passe, c'est que quand la vitre reçoit le rayonnement, il y a une partie qui reste dans la vitre et l'autre qui est transférée à l'intérieur par rayonnement infrarouge. Vous ne les voyez pas, mais vous sentez cette chaleur. Donc, c'est autant de choses qui méritent qu'au Cameroun, en particulier, on mette en place des conditions pour qu'enfin il y ait une réglementation thermique des bâtiments. Oui, mais il ne suffit Ça pas va la nous obliger, réglementation. attendez, Oui, ok. à encourager le développement de l'industrialisation des matériaux, Ok. à nouer les des gens. partenariats à l'étranger, comme on dit, avec ceux qui sont déjà dans la filière. Je viens de Batimat où en novembre, on a vu effectivement beaucoup d'industriels qui développent des solutions bioclimatiques concernant les matériaux ou des peintures spécifiques, justement parce que c'est un marché réel. Exactement. Le jour où l'Afrique va se lancer de manière forte dans l'éco-construction, je peux vous dire que nous serons envahis par des matériaux parce que les autres ont anticipé sur ce besoin. Oui. Alors, M. Diabani, vous voulez... Je voulais élargir par rapport à ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'était intéressant. Votre émission, elle s'appelle l'intelligence du monde. Quand on parle d'éco-construction, de développement durable, parfois on a un peu trop souvent en tête des choses assez techniques, assez compliquées, les panneaux solaires, les énergies renouvelables, des méthodes assez élaborées, etc. Sauf qu'en fait, très souvent, on peut résoudre beaucoup de problèmes avec des choses très simples. L'exemple qui a été pris, voilà, le confort thermique dépend de deux choses principales pour les êtres humains dans un environnement. La chaleur que l'on reçoit par rayonnement, celle que l'on reçoit par convection autour de nous, l'air. Donc ça vaut à peu près pour la même chose, c'est-à-dire qu'on ressent la chaleur pour moitié, on va dire, par rayonnement, donc c'est les surfaces qui sont autour de nous qui rayonnent sur nous, et par convection, donc l'air qui nous entoure. De ce fait, il y a des moyens très simples, par exemple, pour diminuer cet inconfort thermique, ne serait-ce que en bloquant les parois qui sont très chaudes, justement les toitures en tôle, on les couvre justement avec une surface qui est juste en dessous. La température en elle-même de l'air ne va pas forcément baisser, par contre le confort va être amélioré. Pourquoi ? Parce qu'on ne reçoit plus le rayonnement de la toiture directement sur nous. Pareil pour les fenêtres. Fenêtres à basse émissivité, ça reste des fenêtres. La température interne de l'appartement ne va pas forcément changer, pourtant le confort va être amélioré. Pourquoi ? Parce qu'on ne reçoit pas le rayonnement chaud de cette fenêtre. Donc il y a plein de systèmes aussi très simples. Et on peut parler des dalles, par exemple les dalles dans les bâtiments qui sont très chaudes. Il suffirait par exemple de les isoler légèrement pour que ces dalles puissent garder la fraîcheur du bâtiment. La taille de ces fenêtres, l'orientation du bâtiment, si vous êtes orienté où le soleil se lève, c'est la trajectoire du soleil. Si les plus grandes fenêtres sont là, mais vous mourrez de chaud, parce que vos fenêtres vont capter toute la chaleur qui va être au cours de la journée. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des professionnels qui, dès le départ, vous indiquent comment ça va se faire. Dès la conception, pour qu'avec 3 fois rien, parce qu'on est en train d'expliquer que c'est 3 fois rien, vous avez des économies sur votre bâtiment. Vous voyez, le problème maintenant, c'est quoi? Tout ce qui a été dit nous renvoie à une réflexion évidente. Dans quel pays africain, aujourd'hui, on a pris conscience du problème et en formation initiale et continue, on a commencé à préparer ceux-là qui, de manière évidente, ne se poseront pas ce genre de problème, vont automatiquement insérer cela dans des projets. Il n'y a pas. On n'a pas de véritable projet de formation dans ce domaine-là. Quelques pays ont commencé. Mais si on veut faire un changement, ce ne sont pas des petites pratiques qui servent. C'est changer radicalement dans la vision, en se disant... Mais est-ce qu'ils ont conscience, professeur Esso? Parce que quand on écoute, moi, je ne vous cache pas, je découvre, j'apprends, mais quand on vous écoute, on est inquiet, parce que pour une fois, de plus, l'Afrique va être totalement en marche. Parce que le domaine de l'éco-construction, si c'est l'avenir, et qu'en Afrique, on continue à construire comme on voit construire, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais vous vous dites, le nœud du problème, c'est la formation. Il faudrait beaucoup plus de Madame Ketia au Cameroun, par exemple, et dans d'autres pays africains. Je vous disais, un acte simple. J'ai pris le cas du parpaing que nous connaissons. Le parpaing a 2 trous. Ce que j'appelle 2 trous, c'est les alvéoles vides que vous avez.
Dès lors que ce vide-là dépasse 5 cm, vous avez un parpaing qui vous transfère la chaleur à l'intérieur. Au bout de 4 heures. Si vous avez un parpaing avec 4 trous, ça veut dire que le vide va se retrouver à 5,5, 5. Vous commencez à avoir un parpaing qui lui-même résiste, donc encaisse la chaleur, mais ne vous le renvoie pas à 80% à l'intérieur. Donc le parpaing contribue déjà à améliorer votre confort. Voilà le parpaing. On parlait tout à l'heure des matériaux locaux dans le jargon camerounais. Oui. Disons, globalement, on veut faire la promotion des matériaux à base de terre. Ça peut être la terre stabilisée, la terre Les cuite. matériaux vernaculaires, quoi. Etc. Mais en réalité, c'est qu'il faut rendre la filière attractive. Le Cameroun a pris des dispositions. Il y a une circulaire du premier chef du gouvernement qui, d'ailleurs, instruit que l'on prescrive systématiquement dans les marchés publics concernant les bâtiments à usage public les matériaux dits locaux. Donc, il y a des études qui sont en cours pour que ce soit opérationnel. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas depuis 2007, Pourquoi ça ne fonctionne je vais pas vous expliquer. C'est parce que toute la problématique n'a pas été analysée de manière holistique. C'est ce qui est en train d'être fait. Plusieurs organismes interviennent, dont la Nord, qui a toute une mission dans ce cadre-là, et vous verrez les résultats dans les prochains mois. En réalité, non seulement il faut édicter les normes, mais il faut aussi apprendre au bureau d'études à rédiger les cahiers de charges conformément au nombre rédactionnel de ces cahiers de charges. Parce que si la prescription est mauvaise, vous n'encouragez pas les industriels. Aujourd'hui, si vous voulez lancer à Banganté, à Fumban, à Konolinga, je ne sais où, des constructions à base de briques de terre cuite, il va se poser un problème de four. Où trouve-t-on la brique? Ça revient à ce que j'ai dit. Où trouve-t-on la brique? C'est pour cette raison que j'ai dit que tant que le problème n'a pas été analysé de manière holistique, ce qui est désormais le cas, sous l'égide des services du Premier ministre, on aura eu beaucoup de mal à faire émerger la filière. Mais cette filière peut tout à fait émerger dès lors que les mesures seront mises en application. Je vais juste apporter un élément complémentaire. On se termine là-dessus pour démontrer que la problématique de l'éco-construction est liée à celle de l'économie, des économies d'énergie. Vous savez combien l'État camerounais doit à AES, à Eneo, 100 milliards. en termes de factures dues essentiellement à l'électricité et à la climatisation? Ça dépasse les 10 milliards. Non, 100 milliards. Voilà, Ah, ça non, dépasse oui. par an. D'accord. On est à plus de 2 milliards. Je pense que le ministre de l'Énergie a dû faire payer un peu plus de 2 milliards pas très longtemps. Je vais vous dire que si vous faites un calcul d'actualisation sur 10-15 ans, c'est effrayant. Tout ça parce que nos bâtiments publics n'ont pas été conçus pour accueillir des appareils de climatisation. Il n'y a aucun système de traitement de l'air. Les murs n'ont aucune caractéristique thermique intéressante. Les vitrages n'ont aucune caractéristique thermique intéressante. Vous comprenez donc que la future cité administrative que l'on veut construire à Yaoundé, du côté de Dragage, devra absolument faire attention au cahier des charges. Il faudrait être clair sur la définition des bilans thermiques, etc. Professeur Esso, je vais revenir sur un aspect, pour moi, qui est fondamental pour les pays africains. Je crois que l'exemple de Kigali, au Rwanda, c'est un cas très intéressant. Alors, vous allez à Kigali, vous allez même ici au Kenya, à la capitale du Kenya, à Nairobi, vous avez des approches qui sont très intéressantes, où on se rend quand même compte que dans les pays africains, si, du point de vue de la planification stratégique, on a pris conscience du problème, on a fait un bon diagnostic, on sait ce qui ne fonctionne pas. On dit, dans tel domaine, on veut trouver des solutions à moyen et long terme, on met en place tout le processus. Alors, le cas intéressant que le collègue a eu à mettre en évidence, qui concerne la circulaire du Premier ministre, vous voyez que le déclic n'a pas été. Mais pourquoi on n'a pas de déclic? Parce qu'en réalité, si on veut l'appliquer, il faut bien que les petites et moyennes entreprises trouvent la matière première immédiatement. Mais pour trouver la matière première immédiatement qui est locale, il faut bien qu'il y ait une industrialisation. S'il y a une industrialisation, ça va de soi. Tout le monde pourra choisir les matériaux sans toutefois hésiter, en se disant ça me convient, ça ne me convient pas. Mais à partir du moment où vous n'avez pas pris conscience que le vrai problème, c'est l'industrialisation. Et que l'industrialisation, ça renvoie à la formation de qualité. Et à ce moment, c'est très difficile qu'on puisse atteindre des résultats conséquents. Les gens sont pressés, les Africains sont stressés, les gens veulent bien se rendre compte à un moment donné que l'Afrique bouge. Mais pour que l'Afrique bouge, il faut que nos dirigeants prennent conscience qu'on a envie
d'une vision, et une vraie vision. On a envie des changements conséquents. Le cas de l'éco-construction, nous, on a monté un master en éco-construction. D'ailleurs, c'est le seul master qui a été fait au Cameroun en éco-construction, comme l'Université de Padoue avec l'INSTP. On a eu une première promotion de 120 ingénieurs qu'on a eu à former sur les techniques de l'éco-construction. Mais voyez-vous, pour moi, c'est une initiative personnelle. Elle n'est pas dans une... Il n'y a pas une vision globale. Où on dit, on forme les gens, et après, on les met dans les conditions de pouvoir travailler. Il apparaît des cahiers de charges, tous ces éléments-là. On forme tous ceux qui peuvent faire à ce que le changement puisse se percevoir. Voilà. Alors, je voulais avoir la réaction de Mme Ketia sur l'importance de la formation. Parce que, voilà, Ketia Tessa, parce que le professeur Esso insiste beaucoup sur la notion de formation. Parce qu'effectivement, si les gens ne savent pas, c'est vrai qu'elle est importante, hein, la question de formation, mais moi, je suis du côté des praticiens. J'ai traversé la formation et je travaille beaucoup aussi en initiative personnelle sur l'éco-construction et ces matériaux dits locaux. Et il faut qu'il y ait aussi l'attractivité, il faut éduquer même les gens. Et donc, je pense que le rôle de l'État, enfin, du point de vue du praticien que je suis, c'est d'avoir des incitations, même pas pour les fabricants, parce que j'aurais dit il faut nous inciter à fabriquer, mais pour les acheteurs. Si vous poussez à acheter une maison qui va permettre d'économiser de l'énergie, tout le monde gagne. Vous allez gagner parce que vous allez moins payer, vous allez avoir une facture énergétique moins forte, vous allez avoir un meilleur confort de votre vie et vous allez avoir une maison qui va prendre plus de valeur dans le temps. Moi, je vais gagner parce que je vais pouvoir construire une maison pour vous et je vais pouvoir donc investir, industrialiser. Et une fois que j'aurai industrialisé, enfin quand je parle de moi, je parle de tous les constructeurs, on aura besoin de ces professionnel et le professeur sera content, il va former de plus en plus de gens qui vont rentrer dans ces industries. Donc c'est vraiment une approche holistique. Tout le monde doit faire sa part et c'est vrai que l'État, c'est important parce qu'on a des codes, mais tant que l'État ne le fait pas appliquer, et moi je pense que ça a marché comme ça partout sur les réglementations thermiques, il faut qu'il y ait des incitations et moi en l'occurrence je pense que si on incite les acheteurs en baissant le coût, en faisant une réduction, je ne sais pas, sur une taxe, une TVA, quelque chose qui pousse à acheter des maisons qui répondent à certaines normes, je pense que ça va s'emballer. Parce que je fais ce discours, je fais des maisons, mais on vous regarde un peu l'air de dire « Non, mais moi, je veux la maison avec les grandes baies vitrées, avec la clim, qui a du plex, qui a... » Oui, mais c'est la mode, en fait. Voilà, donc il faut que l'État dise que celle-là, elle est plus chère et que si on achète celle qui a les caractéristiques dont on vient de parler, elle sera moins chère pour l'acheter. Tout le monde va l'acheter celle-là et nous tous, on sera contents et ça va s'emballer. Dans le processus du coût, vous avez le coût des assurances. Si une maison garantit un confort thermique, une durabilité. Et un confort de vie. Un confort de vie, vous savez, on peut avoir des avantages au niveau des assurances qui accompagnent les processus. Et dès lors qu'il y a le moindre avantage, si ça touche à la bourse, vous comprenez que les gens sont sensibles. Ça, c'est extrêmement important. En fait, ce que vous essayez de nous expliquer, c'est que ceux qui nous regardent doivent comprendre qu'il est plus avantageux de faire dans l'éco-construction au lieu de faire ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on veut expliquer. Oui, M. Diavani. Et c'est pour ça que d'ailleurs, à travers, pour valoriser l'éco-construction, on l'aborde souvent sous l'angle de la performance énergétique. Parce que la performance énergétique, ça touche tout de suite au portefeuille. Le portefeuille, voilà. Donc c'est pour ça qu'en général, c'est l'aspect qui est mis en avant. Voilà. Parce que justement, ça parle à tout le monde. Parce qu'on comprend très bien que si on fait ça, le coût initial va être un peu plus élevé. Par contre, le retour sur investissement s'étale sur, on va dire, moins d'une dizaine d'années, je pense. Alors ça dépend de où, ça dépend du climat, ça dépend des matériaux, ça dépend de la performance, mais grosso modo, ça peut être autour de cet ordre de grandeur. Et après, les autres aspects de l'éco-construction, on va dire, viennent un peu plus tard. On va dire, où sont des à côté qu'on peut essayer de mettre en avant. D'accord. Alors, je voulais rapidement, et on va terminer la première partie de cette émission, revenir sur quelque chose qui me semble fondamental. Parce que nous, on fait cette émission aussi dans le but de bousculer un peu des gens. Ce que j'ai compris de toutes vos interventions, c'est que voilà un secteur porteur pour l'avenir, mais à part peut-être le Rwanda, exceptionnellement le Kenya, dans la plupart des pays africains, on n'en a pas du tout conscience. Alors, ce qui risque de se passer dans les années à venir, c'est qu'on va se retrouver en train de réimporter du matériel parce qu'on n'aura pas des industries, on n'aura pas une filière, on n'aura pas d'ingénieurs formés dans le domaine et on sera encore dans une logique de suivisme. Je veux juste que le professeur Esso me rassure que j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et j'ajouterais peut-être un petit truc pour aller dans le sens de Mme Tessa, c'est que c'est l'État qui doit impulser cela. Prenons un exemple simple. Le Cameroun est en train de construire des logements sociaux.
Dits sociaux. Dits sociaux. sociaux. Voilà. Mais les logements dits sociaux doivent respecter tout ce que nous sommes en train de dire. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire que ça crée un mécanisme qui met en place des entreprises qui vont travailler. Ça va encourager la formation dans ce domaine. Je vais plus loin. L'État peut mettre des incitants au niveau financier pour faciliter l'accès à ce genre de logement. Qu'est-ce qui empêche que le crédit foncier au Cameroun puisse avoir des produits en termes de logement qui intègrent l'éco-construction? Qu'est-ce qui empêche à l'État, pour la loi des finances, de donner des avantages aux Camerounais d'avoir des crédits par rapport à des logements qui respectent les normes de l'éco-construction? Partout dans le monde, dans les pays industriels, on le fait. C'est comme ça que ça marche. Si vous ne mettez pas en place ce mécanisme-là, c'est très difficile pour les entreprises, même pour les particuliers, de pouvoir rêver, de se dire j'ai la belle maison que j'ai souhaitée, qui me donne ce confort thermique et qui respecte l'environnement. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure. Vous voulez en 30 Très secondes rapide. parce que, ouais. Non, par rapport à ça, justement, il y a un très bon exemple, alors, hors Afrique, qui montre bien un petit peu ce que disait M. Essoe-Lamé. C'est que, je parlais des Émirats Arabes Unis, par exemple, donc de l'Émirat d'Abu Dhabi. C'est un pays qui, il y a 40 ans, était, on va dire, presque dans le sable, on va dire, avec très peu de bâtiments, etc. Et en cette période de temps, bon, alors la comparaison vaut ce qu'elle vaut, parce que c'est vrai que c'est un pays pétrolier qui a énormément d'argent, une petite population, mais ils ont réussi, par une volonté très volontariste de l'État, à mettre en place une réglementation d'éco-construction, qui est maintenant la norme. Et voilà, donc et ça en très très peu de temps, c'est-à-dire en même pas une dizaine d'années. Donc vous voyez que c'est vrai que la participation de l'État est vraiment une clé importante pour mettre la mise en place. Il y a vraiment une volonté politique qui est nécessaire derrière. Pour pouvoir généraliser. Comme je dis, l'État doit mettre en place le cadre réglementaire qu'il faut, c'est la réglementation thermique des bâtiments. Il faudrait qu'elle puisse être respectée. Oui, mais une fois que la réglementation est là, telle qu'elle est, c'est signé par une loi qui reconnaît cette réglementation, à ce moment, le contrôle et le suivi de chantier peut être plus facile. Même la formation des ingénieurs s'appuyant sur cette réglementation, parce que la réglementation, c'est ce qu'elle est, on doit l'appliquer. On ne discute pas, on doit l'appliquer. Alors, permettez qu'on marque une pause. Madame, Monsieur, nous nous arrêtons un instant et nous revenons pour la deuxième partie de cette émission. Et là, nous allons parler effectivement toujours dans le cadre de l'éco-construction. Nous allons voir ça dans une dimension un peu plus large, puisque nous parlerons de ce qu'on peut appeler les éco-quartiers. Madame, Monsieur, nous revenons dans un instant. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Intelligence du Monde pour cette série consacrée à la norme et pour cette émission consacrée à l'éco-construction. Nous allons, dans cette deuxième partie, parler des éco-quartiers. Mais avant, j'aimerais revenir avec des invités pour parcourir avec vous les autres pays africains. On a beaucoup pris l'exemple du Cameroun, c'est normal. Vous êtes originaire de ce pays, sauf peut-être M. Diabani. Alors, vous avez tout à l'heure, professeur Esso, essayé de parler des pays africains qui font des efforts ou qui ont déjà une vision avancée sur les questions d'éco-construction. Vous parlez du Rwanda et notamment du Kenya. Est-ce qu'on peut revenir sur ces exemples-là? Oui, moi je crois que le cas de Kigali, pour moi, c'est le meilleur cas. À Kigali, quand on vient, on voit une ville qui est pensée. On voit une ville qui fait un effort de respecter les normes de co-construction. On voit comment la débidonvillisation n'est pas un rêve, c'est une réalité. Les quartiers qui, avant, étaient des bidonvilles, ne le sont plus aujourd'hui. On voit comment les matériaux, qui sont, n'est-ce pas, les matériaux autochtones, ont été repensés et puis accompagnent, n'est-ce pas, la construction de la ville. On voit comment la ville est propre. Et là, on comprend qu'il y a une vision de ce qu'on veut faire. Et les habitants eux-mêmes ont un attachement avec le territoire. Bon, je crois que le cas de Kigali me semble un cas intéressant. Et qui devrait nous amener à réfléchir en nous disant l'Afrique se développe en partant de l'Afrique. Il y a déjà des exemples en Afrique. Il ne faut pas forcément aller très loin pour aller, n'est-ce pas, identifier ce qu'on peut faire pour accompagner, n'est-ce pas, nos pays à avoir une vision plus élaborée de ce que c'est que l'éco-construction. Et le Maroc aussi est en train de faire beaucoup dans ce domaine-là. Il y a des projets intéressants au Maroc, il y a une prise de conscience, il y a un investissement par rapport aux énergies propres au Maroc. Et donc ça, c'est important parce que quand un pays investit sur les énergies renouvelables, ça veut dire qu'on a compris
hein, que la question énergétique est au cœur du problème. Et par conséquent, il faut aussi accompagner cela par un logement qui est adapté. Or, malheureusement, beaucoup d'autres pays africains sont encore à la traîne. Les décideurs n'ont pas compris l'importance des énergies renouvelables. Et que pour qu'on puisse avoir des pays où l'énergie renouvelable est au cœur du processus, ce n'est pas seulement l'État qui doit le démontrer, c'est d'abord l'habitant. Mais pour cela, l'État crée des incitants, l'État encourage les citoyens, eux aussi, à apprendre à aimer et à consommer des énergies renouvelables. Pour dire ça très simple, je prends le cas du Cameroun, une région comme le nord, l'extrême nord, la Damara au Cameroun. De toute évidence, l'investissement qu'on aurait dû faire depuis déjà 10 ans dans cette zone-là, devrait être sur les énergies renouvelables, accompagné par des projets d'éco-construction liés au type d'énergie renouvelable qu'on peut avoir dans ce territoire-là. Et lié aussi à une architecture autochtone qu'on a quand même dans ce territoire, qu'on aurait pu valoriser. Mais ça demande aussi quoi? Ça demande un processus, je reviens toujours là-dessus, d'industrialisation qui peut être mettre en place sur ce territoire. Pour revenir sur Kigali, je crois que c'est la 3e ville la plus verte au monde. J'ai lu ça en termes d'arbres. Hein, donc, ils ont tellement planté. Donc, il y a déjà vraiment une démarche vers ce durable-là. Et puis, sur l'Afrique, les autres pays d'Afrique, ce qui est très en avant, il y a beaucoup d'architectes qui sont mis en avant sur ces questions. Il y a un architecte, je crois qu'il est burkinabé, Kéré, qui est un grand nom de l'architecture, hein, qui a été formé en Allemagne, qui pousse ces questions au niveau mondial et qui a construit dans son pays des bâtiments justement qui respectent ces règles avec un peu de la terre. Kéré, j'oublie son nom, mais qui est très connu et qui parle beaucoup de ces matériaux et de cette construction vernaculaire. Et puis en Côte d'Ivoire, il y a quand même plusieurs architectes et plusieurs cités qui sont construites. C'est vrai que c'est les architectes qui traditionnellement poussent un peu ces mouvements et des architectes africains qui en parlent, il y en a quand même. Voilà. Mais ça revient à un problème fondamental, M. Piediou, c'est celui de la sensibilisation. Parce que moi, j'insiste là-dessus, je pense que la plupart des consommateurs sont victimes d'ignorance. Parce que vous avez aujourd'hui dans la plupart des capitales africaines des grands projets immobiliers où on essaie effectivement de construire des sites d'habitation pour les personnes. Mais de ce que j'observe, je n'ai pas l'impression qu'il y a de l'éco-construction dans ces projets-là. Vous avez parlé tout à l'heure des logements sociaux. Si on prend un pays comme la Guinée équatoriale, il y a quelques années, on a fait des milliers de logements dits sociaux. On en a fait au Cameroun, on en a fait au Gabon. Mais à aucun moment, vous avez l'impression, en tout cas moi, je ne suis pas spécialiste, mais quand je regarde ces bâtisses-là, je vois qu'on est dans ce qu'on voit au quotidien. Je pense que tout est lié à la définition du projet. Si une orientation forte dans le sens de promouvoir l'éco-construction est prise, le maître d'ouvrage, celui pour qui on construit, définit et décrit son projet pour qu'on s'oriente, pour que les architectes lui proposent des solutions allant dans ce sens. Mais si le maître d'ouvrage n'est pas au courant, c'est pour cette raison, n'est pas conscient, parce que je crois que c'est peut-être ça le problème. C'est la raison pour laquelle, conformément aux normes internationales de management de projet, les maîtres d'ouvrage doivent être assistés dans l'optique de mieux définir le projet. Parce que si le projet est bien défini, il y a de fortes chances que la solution la plus appropriée par qui? M. Esso nous dit qu'il n'y a pas suffisamment de gens formés. Attendez, au niveau de la Nord, par exemple, on peut assister les maîtres d'ouvrage dans le cadre du management de projet. Mais vous ne le ferez pas dans tous les pays africains. Non, on ne le fera pas, mais simplement, un exemple permet à d'autres de copier, de refaire la même chose. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un problème, et peut-être que c'est à ce niveau-là que je vais vous interpeller. Vous devez en faire plus, peut-être faire plus de plateaux de télé. Parler, c'est une cause, c'est un peut-être. Oui, on a un bâton moyen, voilà, moi j'ai un bâton de voilà, il y a de l'édition qui doit suivre, il faut produire des documentaires, des livres, il faut passer par l'enseignement, il faut passer par des salons, la communication, il faut créer des sites internet où on échange techniquement. Je pense que si on sur est ces là, questions. parce qu'on est... Effectivement, on a fait la démarche. Sur la réflexion à long terme, de ce fait, ça passe aussi par l'éducation des enfants. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire aussi que, comme vous disiez un peu plus tôt, on était sur une vision à long terme. Et donc forcément, disons que pour nous maintenant, on construit pour ce qui va arriver après. Donc forcément, ça passe forcément aussi par l'éducation des enfants. Ce qui est important aussi, c'est qu'on remarque qu'il y a des maisons qui, au bout d'un certain nombre d'années, on est obligé de les détruire pour reconstruire, parce qu'on voit des murs qui se fissurent, on voit... La moisissure, la moisissure, et des choses comme ça. Je vais vous dire un exemple. Je pense que le meilleur moyen de communiquer, c'est par l'exemple. Il y a beaucoup de maisons dans lesquelles vous entrez au Cameroun, et vous constatez
je parle du cas du Cameroun. Vous constatez que les maisons sont obscures. On est obligé d'allumer très tôt dans la journée. C'est un problème de conception et d'orientation du bâtiment. Quand vous allez dans nos administrations, la plupart des couloirs ou des allées qui desservent les bureaux sont obscurs. C'est un problème de conception. Si on fait, par exemple, comprendre aux gestionnaires du bâtiment qu'en installant une infrastructure solaire, on peut, toutes les parties communes, les éclairer à partir du solaire, ça peut résoudre un peu le problème. Les cages d'escalier, toujours obscures. La réglementation permet de définir les luxes ou l'intensité lumineuse naturelle minimum qu'il faut dans ces différents espaces. À ce moment, les architectes seront obligés de respecter le dimensionnement des fenêtres. Ça pose problème, parce que si vous passez le temps à allumer dès qu'il est 13 heures, alors que le soleil est au zénith, vous comprenez bien que... Vous consommez plus d'énergie. Et là, déjà, il y a un problème. Les architectes, parlons-en. On fait l'éco-construction, il faut des architectes. Les architectes formés. Mais encore, vous savez très bien qu'en Afrique, la formation des architectes pose encore problème. On n'a pas suffisamment de bonnes écoles et de grandes écoles de formation d'architectes. Et puis en plus, l'éco-construction comme enseignement dans les écoles d'architecture, dans nos pays, fait encore problème. C'est-à-dire que si l'Afrique veut changer, si on veut que l'Afrique change, on veut que les pays africains changent, moi je dis, on doit avoir le courage de faire des grands projets et se rendre compte que les pays comme la Chine, les pays comme Singapour, Taïwan et les autres ont changé parce qu'ils ont eu investi sur le capital humain. Il faut qu'on prenne cela comme un engagement. Tout ce qu'on est en train de dire là, quand on aura le capital humain formé pour ça, ça va aller de soi. Ça va de soi. Les gens vont se dire, on ne peut pas se former et on reste là, on n'a pas de travail. Les gens vont inventer, les gens auront des idées. Alors à partir du moment où vous avez très peu de personnes qui sont formées, hein, ils ne peuvent pas être partout. Moi, je prends votre cas. Vous êtes à la Nord. Oui. C'est très bien. Quand on vous écoute, on dit, mais c'est formidable ça. On a ça à la Nord. Mais on est conscient que vous ne pouvez pas être partout. C'est évident. Alors, donc, on revient sur la question centrale. La formation, on doit avoir... La sensibilisation. L'éducation. Et sur l'éducation, ça veut dire quoi? Il faut revoir les programmes scolaires. Il faut que les questions comme l'éco-construction soient inscrites dans les manuels scolaires. Et que les élèves se rendent compte que c'est la meilleure manière de vivre. Et que ça devient évident pour les jeunes, le moment venu de faire des choix sans hésiter. Prenons une pause pour prendre ce reportage et on revient parler effectivement des éco-quartiers, justement. L'implémentation d'un bâtiment dans une ville doit répondre à des normes bien précises. Le cas échéant, elle entraîne purement et simplement un désordre urbain qui, malheureusement, est le propre de bien des capitales africaines. Un phénomène contre lequel s'engagent avec plus ou moins de succès les pouvoirs publics africains qui mettent en œuvre des instruments de planification urbaine et d'aménagement du territoire. Désormais, on parlera du concept de ville durable qui intègre l'urbanisme écologique qui prend simultanément en compte les enjeux sociaux, économiques, environnementaux et culturels de l'urbanisme. Au-delà des questions purement écologiques de préservation de l'environnement, ce qu'il est important de réaliser pour les quartiers durables, on doit prendre en compte l'environnement immédiat. Donc on ne peut pas définir un quartier durable sans prendre en compte les problèmes qui se retrouvent dans notre environnement. En Afrique, par exemple, nous avons des problèmes de gestion de l'eau, de gestion des déchets, des problèmes d'électricité, des problèmes de transport. Donc c'est ces spécificités qui sont liées à chacune de nos villes qui doivent être prises en compte pour aménager une ville durable. Donc on ne fera pas la même ville au Cameroun ou par exemple en Afrique de l'Est parce que chacune des villes a ses problèmes à résoudre. Moi je pense qu'en Afrique par exemple les questions d'économie circulaire doivent être prises en compte pour utiliser par exemple les déchets et générer de l'énergie ou bien traiter de l'eau de manière à utiliser cette eau pour régler les problèmes là où il y a des pénuries d'eau. Donc on doit vraiment tenir compte de tous les phénomènes environnementaux
environnementaux immédiats pour pouvoir définir notre ville durable qui sera évidemment différente des villes durables à l'occidental. Les technologies, les nouvelles technologies sont partie prenante, mais pas à la même mesure que dans d'autres endroits. Il faut bien noter que les villes consomment 80% de l'énergie qui est produite dans le monde. Donc la composante énergétique dans la ville durable est un point majeur à prendre en compte et c'est ça qui va guider la conception de notre ville durable. Mais voilà, pour parvenir à cet idéal, les pays africains devraient encore harmoniser leurs points de vue et travailler à définir le cadre réglementaire afin qu'ils puissent s'adapter aux réalités de leur pays. Ceci dans un contexte où la réglementation au niveau mondial n'a pas encore véritablement évolué. Pour l'instant, on ne peut pas parler de normes à véritablement parler de villes durables. On a beaucoup parlé d'éco-construction, d'éco-habitat, de villes durables, de villes résilientes, qui sont d'ailleurs la cible 11 des objectifs de développement, des ODD, des objectifs de développement durable. Il est en train de se créer enfin une nouvelle norme ISO vient d'être publiée. Il s'agit de la norme ISO 37101 sur les quartiers et les communautés territoriales durables. La norme a été publiée en anglais, mais il s'agit plus de règles générales de conception de villes durables que de normes à proprement parler. Sinon, il existe pour la construction en elle-même, il existe des normes dans différents pays qui régissent la construction de bâtiments durables. Aux États-Unis, en Angleterre, en France, par exemple, c'est la norme HQE. Et donc, ces normes permettent de définir un bâtiment durable, mais pas véritablement de définir un quartier ou une ville durable. Donc, on assemblera plusieurs différents types de normes pour arriver à un quartier durable. Et on a désormais donc cette norme ISO qui nous permet de définir dans l'ensemble un quartier. En Afrique, en ce qui concerne l'Afrique, la SFI, avec un organisme américain, a mis en place une nouvelle norme qui s'appelle la norme EDGE, qui permet de définir la conception des bâtiments durables pour l'Afrique subsaharienne. La norme ISO concernant les territoires durables n'étant publiée qu'en 2017, difficile de dire qu'elle est déjà appliquée sur le continent, d'autant plus qu'un guide d'application devrait être publié courant 2018. Merci une fois de plus à Jeff Tétémédié pour ce reportage qui nous permet de parler cette fois-ci des écoquartiers. Pour qu'on reste dans la logique, et je vais commencer par M. Diabani, ça veut dire que, en fait, si j'ai bien compris, ça ne sert à rien de faire de l'éco-construction si on ne va pas penser de manière globale. Ça voudrait dire, si on arrive dans un quartier et que vous avez une maison qui respecte les normes de l'éco-construction et que votre voisin il est, selon une expression, devenu assez prosaïque et populaire dans l'ancienne technologie, on n'a pas beaucoup avancé. Il faudrait que ce soit, comme vous le disiez en première partie de l'émission, un mouvement. Il faut penser à faire des quartiers, des villes, et ne pas juste avoir des projets isolés. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que construire un bâtiment, on va dire, écologique ou durable, c'est déjà un bon premier pas. Mais ce qui est intéressant avec la notion d'écoquartier, c'est qu'on est à une échelle un peu plus grande. Donc il y a des choses qu'on peut mettre en œuvre qu'il est impossible de mettre en place si on réfléchit uniquement à l'échelle du bâtiment. Je pourrais penser par exemple à tout ce qui est lié aux voies de communication. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on privilégie la voiture? Est-ce qu'on privilégie les modes de déplacement plus doux, etc. Je peux penser aussi aux espaces verts. On peut avoir des jardins communautaires qui peuvent profiter à l'ensemble des habitants, alors que si on vit dans un appartement, dans un bâtiment, l'accès à ce genre de choses est moins évident. En plus de ça, on peut réfléchir par exemple à l'échelle du master plan d'un quartier, justement augmenter la surface d'espace vert qui aura pour conséquence déjà un endroit un peu plus agréable à vivre plutôt qu'un espace qui est complètement minéralisé. Deuxièmement, on peut justement donc mettre en œuvre des espaces verts qui permettent aussi une meilleure absorption des eaux de pluie, éviter donc l'imperméabilisation des sols. Et troisièmement, on peut avoir aussi donc, un impact en verdissant, j'ai envie de dire, les quartiers. On peut permettre justement de réduire ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain, en fait, parce que les matériaux minéraux ont tendance à restituer la chaleur beaucoup plus fortement que la végétation. Donc, ce qui fait qu'on a aussi un confort thermique extérieur qui est amélioré dans les villes. D'accord. Madame Ketia, sur la question des écoquartiers.
Ah oui, vous l'avez dit, hein, si, c'est déjà bien à l'échelle individuelle de l'habitat de penser éco-construction, mais la véritable révolution viendra de la conception de nos villes, de ces nouvelles villes. Enfin, toutes nos villes sont à construire, tout est à construire, et en 2050, plus d'un Africain sur 2 vivra en ville. Alors il y a encore temps, on a encore un peu de temps pour justement organiser l'arrivée de ces gens-là, parce qu'aujourd'hui on a une certaine consommation, mais quand vous allez avoir plus d'un Africain sur 2 dans les villes, on va avoir une incrémentation de la consommation d'électricité, il y aura des tensions sur l'eau, il y aura des problèmes de déchets, il y aura des problèmes de transport. Si en amont, on ne part pas sur la réflexion sur les villes, je pense que c'est perdu d'avance. Et au lieu de partir avec la manière, enfin, comme on part de zéro, on peut faire ce qu'on a fait pour la technologie, le saut, le leapfrog, comme on dit en anglais. Ouais. On est parti de zéro, téléphone fixe au portable directement, en créant d'ailleurs des choses qui n'existaient pas ailleurs. Je pense fortement que l'Afrique peut faire le même saut pour la ville, c'est-à-dire partir de quartiers de villes qui n'existent pas et créer ses propres modèles qui peuvent être même mieux élaborés que les modèles d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, en Europe, pour revenir aux villes durables, aux quartiers, ils sont obligés de réaménager avec des contraintes qui sont déjà là, donc peut-être même beaucoup plus difficiles que nous qui partons d'une page totalement vierge et qui avons tellement de problèmes à résoudre, l'eau, les déchets, l'électricité, qu'on peut les intégrer dès le départ dans la conception de nos villes avec un coût marginal qui est très faible, mais un bénéfice qui est multiplié par, je ne sais pas, je ne peux pas calculer, mais qui est démultiplié. Donc, on a intérêt à s'y mettre, encore une fois. D'accord. Alors, M. Piedjo, c'est-à-dire qu'il faut penser à la création de nouvelles villes. En fait, il faut mettre en place des normes d'aménagement compatibles avec la logique du développement durable, d'éco-construction. Il faut se poser la question, que faisons-nous de la gestion des eaux de pluie? Que faisons-nous de la gestion des ordures? Que faisons-nous de la gestion de la sécurité? Qu'est-ce qu'on fait de la lumière naturelle? Quand on a répondu à toutes ces questions dans le sens d'une stratégie nationale, à ce moment, vous verrez apparaître immédiatement des plans d'aménagement tenant compte des orientations et des recommandations fortes. Il faut qu'on évite surtout de faire des petits essais. Il faut que ça réponde à une logique qui est pensée. La ville, ça doit se penser, compte tenu des nouvelles habitudes, des nouvelles exigences. Aujourd'hui, on voit très bien, prenons la problématique des embouteillages. Il faut presque partir de sa maison à 5h30 du matin, certains jours de la semaine, pour pouvoir arriver au travail ou déposer les enfants à l'école à 7h30. En réalité, ce qui est bien dans le programme gouvernemental de construction de logements sociaux au Cameroun, c'est qu'il y a cette part d'accompagnement socio-éducatif qui voudrait que l'on, en même temps qu'on propose des logements, on propose également des équipements socio-éducatifs à proximité. Ça peut faire en sorte que si vous avez 5000 personnes qui habitent dans une zone aménagée, on est en même temps des écoles, on est un commissariat, on est un marché. Ça va réduire ces problèmes de déplacement. Mais en même temps, quand il y a autant de gens qui vivent dans un espace aménagé, il faut tenir compte de tout ce que j'ai dit précédemment. Comment on fait pour assurer la sécurité? Parce qu'on a vu aujourd'hui en Europe qu'il y a des caïds dans les quartiers. Dès lors que des gens se regroupent, vous allez dans certaines cités de banlieue où vous avez des caïds qui transforment la cité en véritable jungle. Et c'est ça que nous devons éviter. Donc c'est pour cette raison que notre retard peut plutôt être un avantage, parce que nous voyons ce qui se passe ailleurs et nous devons prendre des dispositions pour éviter que ça ne se reproduise chez nous. Alors, professeur Esso, on parle là encore, et on est obligé de revenir, pour faire des quartiers, il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait une direction, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit donné. Est-ce que vous avez l'impression, au jour d'aujourd'hui, parce que ce que vous dites là n'est pas si nouveau que ça, que les dirigeants africains, dans la plupart des États africains, on a des ministères en charge de l'aménagement du territoire. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'ils ont pris conscience de cela? Parce que moi, en tout cas, de mémoire de journaliste, je n'ai pas l'impression que c'est la chose la mieux partagée. On continue à voir, vous avez parlé du cas du Cameroun qui accueillera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la manière dont les stades sont construits. On est plus pressé à faire quelque chose rapidement pour satisfaire les exigences de la CAN et ne pas perdre la compétition que de réfléchir à des projets qui seront encore là dans 10 ans, pour ne pas dire 100 ans. Bien, alors, moi, par rapport à ce que les panélistes ont eu à dire, que je partage, mais de mon point de vue aussi, moi j'ai l'impression que notre État n'est plus un avantage. Notre État, sur ce plan-là, est devenu un gros handicap. Prenons les villes, les grandes villes africaines, qui ont accumulé un ensemble de problèmes. Parce que les problèmes urbains ont cette caractéristique
que quand vous les accumulez, à un moment donné, vous êtes dans un piège. Parce que quand vous avez laissé les bidonvilles s'implanter partout, quand vous avez des villes qui se sont étalées, hein, et quand vous avez des villes où il n'y a pas de réseau d'égout, nos villes n'ont pas de réseau d'égout. Je défie. Est-ce qu'on peut penser une ville qui n'a pas de réseau d'égout? Comment vous faites dans les villes africaines, grandes villes africaines, où on n'a pas pensé au réseau d'égout? Hein? Comment vous faites aujourd'hui pour reparer? Ça veut dire qu'il faut tout casser. Et ça, c'est compliqué. Oui, il faut aller créer des nouvelles villes. Non, le premier constat, c'est quoi? C'est qu'actuellement, les villes qui existent ont des difficultés qui sont telles que, quand vous regardez le taux de croissance démographique de nos villes, vous regardez la question urbaine est devenue notre priorité. Maintenant, la solution idéale, de mon point de vue, c'est une certaine radicalité. Créer de nouvelles villes avec effectivement des indicateurs bien précis, faire respecter les normes et créer ces villes comme il faut. Et les autres villes, il faut faire un travail là aussi radical, de les repenser, et pour que les gens comprennent qu'on peut faire un lifting pour que certaines villes ressemblent quand même à ce qu'on souhaiterait qu'une ville soit. Donc le problème, à mon avis, il est véritablement urgent. Il faut qu'on puisse intervenir pour que nos villes puissent avoir, qu'il y ait quand même envie de vivre dans nos villes. Tout à l'heure, le collègue parlait des quartiers. Mais nos quartiers ont un problème que les quartiers européens n'ont pas. Nous avons des quartiers qui sont identitaires. Quartier Aoussa, quartier Makéa. Vous avez des quartiers qui sont carrément identitaires. Oui, mais parce que les gens s'installent comme ils peuvent. Il faut tenir aussi compte de l'environnement socio-économique. Je faisais la remarque en début d'émission, la plupart des quartiers dans les villes africaines sont créés par les individus. Et c'est plus tard que l'État arrive. Vous savez bien, dans plusieurs pays aujourd'hui, les individus se débrouillent même pour apporter l'électricité dans leur logement. Je vais juste vous apporter un élément de clarification. Comment ça se passe? Il y a de cela 70 ans, quand vous quittez votre village natal pour aller vous battre en ville, comme on dit dans le jargon camerounais, pour peu que ça marche un peu, quand vous êtes installé, vous envoyez l'information au village. Tiens, je suis à Etambafia. Vous avez un cousin qui arrive, lui aussi s'installe à côté de vous. Après, une belle-sœur qui arrive. Et c'est comme ça que les quartiers deviennent identitaires. Et justement, oui, madame, j'allais faire une petite contradiction au professeur, puisque M. Domche, enfin, il voulait une contradiction. C'est que, effectivement, c'est vrai que les villes, c'est noir, ça a l'air noir l'avenir. Mais moi, je pense justement que, étant donné que la croissance urbaine, elle va être très accélérée dans les années qui viennent. Oui, elle l'est, mais c'est en 2050 qu'on aura ce milliard d'urbains. On n'est pas encore, on n'y est pas encore, on n'est même pas aux 500 millions. Ça veut dire que justement, on peut corriger en empêchant ces gens qui vont arriver d'aller s'installer dans ces villes qui ont déjà des problèmes et justement de travailler sur les périphéries en créant ces nouveaux quartiers pour qu'au lieu que le cousin vienne pour s'installer à Etambafia, qu'il aille s'installer à côté parce qu'on aura créé une ville qui aura des conditions de vie. Mais ça a un coût, Madame Ketcha. Aujourd'hui, les pays africains, la plupart sont asphyxiés, sont obligés de retourner au FMI. On a des problèmes quotidiens déjà. Comment est-ce qu'on peut imaginer la création de ces nouvelles villes-là? D'où viendra l'argent à un moment donné pour justement faire cela? Parce que je pense que l'Afrique aujourd'hui est confrontée à une double contrainte. Il y a cette exigence de s'arrimer à ce que devrait être la norme, mais il y a le quotidien qui, lui, est brutal et qui amène effectivement les gens effectivement à se C'est le modèle qui est à créer. La question, c'est de savoir comment on fait cela Il faut créer ces modèles. Voilà. Permettez-moi juste d'apporter un Oui, avant le professeur Esso, rapidement. En réalité, on ne peut pas imaginer créer un bout de ville ou un bout de quartier avec un certain nombre d'habitants sans penser aux activités. Aujourd'hui, la plupart des pays de la sous-région sont lancés dans des politiques qui vont dans le sens d'accélérer la transformation locale des produits. Alors, vous savez que dans certains pays européens, je pense ce cas, ou même si on va au Brésil, il y a des pays qui ont axé sur l'agriculture comme élément moteur du développement de la ville. On peut effectivement, dans certaines régions, de ce qui est aujourd'hui appelé village, en faire des vraies villes agricoles où les gens vivent, travaillent et vivent aisément. On peut le faire. Urbaine. Donc, en réalité, ce n'est pas un problème de savoir où est l'argent, c'est un problème d'orientation politique et de modèle. C'est un modèle. Professeur Esso. Oui. Alors, deux éléments. Le premier élément,
la question ville-village. Voilà. Pour moi, c'est un débat qui est colonial. C'est le colon qui nous a mis dans cette contradiction-là. Ou bien de choisir entre la ville et le village. Exemple, Yaoundé, c'est le village des autochtones. Mais Yaoundé, c'est la ville. Oui, c'est la capitale politique, c'est le siège des institutions. Oui, en fait, tout ce qui est rural, tout ce qui est rural, avec l'urbanisation, est appelé à changer. Donc, ce qui veut dire qu'on doit aussi revoir nos modèles d'interprétation du territoire de manière générale. Prenons un quartier comme Bonamou Sadi, à Douala. Ce quartier aurait pu être l'un des plus beaux quartiers de Douala si on aurait pu intégrer les normes de co-construction. Ceux qui y habitent, ceux qui ont acheté des maisons, ils n'ont pas été très bien conseillés, ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir la maison de rêve. Pour dire quoi? Pour dire que les nouvelles villes, l'État n'a pas envie de les financer. C'est le projet en soi-même qui finance la ville. Les gens ont besoin de logements. Les gens attendent. Mais les gens ne trouvent pas des alternatives réelles. Donc, il appartient à l'État de créer la possibilité de mettre en place des projets qui vont faire à ce que la classe moyenne qui attend depuis puisse finalement se dire « j'ai ce logement de rêve ». Ou ce n'est pas seulement le logement, c'est véritablement un environnement où il y a des écoles, il y a effectivement des activités socio-culturelles, où le vivre ensemble aussi, des activités de production. C'est de ça qu'il est question, effectivement. Quand il dit l'agriculture, oui, on a envie d'avoir des villes agricoles. Des villes agricoles. Mais elles sont d'abord pensées comme des villes agricoles. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire que l'ensemble des activités économiques dans ces villes sont centrées autour de l'agriculture, avec un logement qui correspond à un environnement agricole. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et non avoir une politique d'étalement urbain qui conduit à ce que les villes s'étalent. Regardez le cas de Douala. Le fameux stade Japoma, pour la CAN, va conduire à quoi? À l'étalement urbain de Douala à Japoma. On n'avait pas besoin de ça. On avait besoin d'une nouvelle ville, la ville de Japoma. Oui, on aurait dû penser Japoma. Penser la vraie ville de Japoma, qui deviendra une ville sportive, où l'ensemble des activités de la ville sont autour du sport. J'imagine qu'on ait des unités de fabrication d'équipements de sport, des tenues de sport, Alors, la clé, en fait, M. Diabani, c'est l'anticipation. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les villes se créent d'elles-mêmes, en fait. Les quartiers se créent d'eux-mêmes. Il n'y a pas une anticipation. Et quand on vient souvent, il est tard. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez ce qu'on peut considérer comme les nouveaux quartiers dans la plupart des pays africains, c'est toujours des projets individuels. Et l'État vient après, et après, il faut casser, il faut recommencer. Donc, la notion d'anticipation, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Elle est centrale pour tout ce qui est planification, on va dire, écologique, etc. Elle est centrale, notamment à l'échelle du quartier. Tout simplement parce qu'à l'échelle du quartier, de ce fait, on n'est plus à l'échelle de l'individu. Donc, à partir du moment où on n'est plus à l'échelle de l'individu, deux solutions. Soit les individus, c'est-à-dire se mettre ensemble, s'accordent ensemble pour faire quelque chose ensemble d'un espace, soit dans ce cas-là, le relais le plus évident, sont les autorités. Donc les autorités municipales ou étatiques, etc. Donc à ce niveau-là, pour pouvoir permettre aux habitants d'un quartier ou aux futurs habitants d'un quartier de pouvoir profiter d'un espace de vie agréable qui permettent d'avoir un rythme, on va dire, une vie plus orientée, plus écologique, si je peux m'exprimer ainsi. Clairement, la volonté et l'acte doivent venir des autorités, forcément. C'est particulièrement clair à l'échelle du quartier. D'accord, oui. Mais les modèles dont je parle peuvent faire intervenir des partenariats publics-privés. On l'a vu en Afrique de l'Est, on l'a vu au Nigeria, Éco-Atlantique. Justement, je voulais qu'on prenne des exemples, parce que quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que dans des pays africains qui ont déjà commencé à développer des écoquartiers, des villes durables, est-ce qu'on a des exemples, Madame Alors, Ketia-Kessa? Totalement écoquartier, non, mais avec beaucoup d'inclusion d'éléments durables. Donc, l'Éco-Atlantic City, tout le monde a parlé d'Éco-Atlantic City, où on a quand même déjà pensé le traitement de l'eau, où on a pensé l'énergie, où on a pensé la planification urbaine, en reprenant même des terres sur la mer. Et on a au Kenya, c'est Konza City, qui est la ville tech,
Ils sont en train de créer toute la ville tech. Avec l'État est obligé de mettre un cadre et puis après, vous aurez des investisseurs qui vont venir parce que chacun va se retrouver. Évidemment, comme Japoma aurait pu être une ville sportive, cette ville est une ville technologique. On peut avoir des villages, des villes agricoles. C'est déjà le cas, enfin, ce n'est pas africain, mais aux États-Unis, on le voit, Détroit qui était délabré avec l'industrie automobile. Tout le centre de Détroit est planté et devient... Enfin, où tous les chômeurs, tous ces pauvres qui n'avaient rien à faire commencent à cultiver des salades, des tomates. Voilà. Et ils sont en train de faire des énormes promotions immobilières dans des zones un peu reculées où le centre du quartier, c'est le champ, l'agriculture. Et les personnes qui habitent là mangent les produits de proximité. On est très loin dans la vision du durable parce qu'on ne transporte pas de loin. Dans le cas du Cameroun ou de la plupart de nos pays, à partir du moment où nous sommes signataires des accords de l'OMC, vous savez, le marché mondial est ouvert. Il suffit, je prends un cas, qu'un partenaire comme la Chine découvre qu'à Batchenga, il peut être sûr d'avoir les quantités de manioc en tubercule qu'il veut. Que l'on aménage un tout petit peu, vous verrez les investisseurs vont venir, vont en faire une ville. Une ville agricole dédiée à la production, à la transformation du manioc. Et les gens vont vivre à l'aise. Alors, M. Diabani, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais revenir sur vu que la thématique maintenant, c'est les écoquartiers. Beaucoup d'écoquartiers, justement, notamment en Europe, je pensais au quartier Vauban notamment, sont issus d'une réhabilitation d'espaces qui, à la base, étaient en friche, des espaces urbains problématiques, en fait. Oui. Donc, l'espace Vauban, c'était une ancienne caserne française en Allemagne. C'est à Freiburg, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Donc, c'était un espace dont on ne savait pas quoi faire en fait. C'était un espace un petit peu, bon, pas très loin, 4-5 km du centre-ville. On ne savait pas quoi en faire. Il a été revalorisé. Maintenant, c'est une vitrine, c'est presque une vitrine mondiale de ce qu'on peut faire dans un écoquartier. Et donc, c'est vrai que c'est une revalorisation d'un espace. C'est une opportunité pour revaloriser un espace qui est vraiment exceptionnel. D'accord. Oui, dernier tour d'état parce qu'il nous reste plus assez de temps. Effectivement, pour aller dans le même sens, c'est ce que je voulais dire avant, c'est qu'en réalité, les villes comme Douala et Yaoundé, on peut transformer les bidonvilles en créant des écoquartiers. C'est-à-dire que le même espace où on a eu la bidonville aujourd'hui, on peut reprendre cet espace, on en fait un écoquartier, et les personnes qui y vivent aujourd'hui auront toujours leur logement là-bas, et on aura d'autres personnes qui vont s'intégrer dans ces quartiers-là, et le quartier sera nettement mieux aménagé. Donc c'est une question, quelle orientation qu'on veut avoir, et puis après, est-ce qu'on a mis tout ce qu'il faut pour que ça puisse se réaliser? Est-ce qu'on a créé des conditions? Est-ce que la formation, la sensibilisation, tout ça est mis en place? Donc moi, je crois que c'est une opportunité pour les pays africains, tout au moins, de se dire, on peut revoir l'urbanisation, on peut s'orienter vers l'urbanisation durable, et on fait confiance aussi à des PME locales, afin qu'elles puissent avoir de l'expérience, et parce que c'est le futur business. Vous allez voir, dans 5 ans, d'ailleurs même, les pays européens vont faire la coopération sur la vie durable chez nous. Ils ont déjà commencé et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Pour notre économie. Et là encore, on va passer à côté. Pour ne pas être en marge, il faut qu'on commence avec une réflexion, il faut qu'on anticipe, qu'on encourage les PME et qu'on puisse avoir effectivement un travail de solidarité qui se fait, pourquoi pas au niveau africain, pour qu'on puisse avoir aussi des échanges de bonnes pratiques, pour que des expériences d'ailleurs puissent servir à d'autres pays africains et qu'on trouve aussi de l'argent pour que nos banques puissent s'intéresser aux questions urbaines, qu'elles fassent confiance aux entreprises, qu'elles fassent confiance aux institutions de formation et que des étudiants africains puissent prendre pourquoi pas des petits crédits pour la formation de qualité qui te fera avoir un emploi de qualité et pour que tu sois à la fin capable de pouvoir travailler. Merci, professeur Elamé. Oui, M. Pédieu, je vous donne la parole. Et c'est votre dernière prise de parole. Voilà, c'est ma dernière prise de parole. Il est important de savoir qu'une ville a besoin de vivre de ce qu'elle produit, au sens des taxes. S'il y a de l'activité, il y a donc des taxes. Vous comprenez donc que la ville s'autofinance. Ça, c'est très important. Il ne faut pas attendre que les populations viennent s'installer au hasard et qu'après on se demande qu'est-ce qu'on va faire d'elle. D'accord. Merci. Je vais donner la parole à M. Diabani, vos dernières prises de parole. Au sorti de cette émission, pour vous, qu'est-ce qu'il est important qu'on retienne? D'un point de vue de l'éco-construction, je pense en effet que on va dire,
d'aborder ce problème via la question du matériau. C'est en effet une problématique qui est tout à fait importante et qui, je pense, qui est porteuse pour pouvoir avancer. Parce que forcément, tout ne viendra pas d'un seul et même coup. Si on aborde déjà ce point de vue-là, je pense que ça va devenir quelque chose qui peut se développer assez rapidement à ce niveau-là. Concernant l'écoquartier, c'est vrai que le point principal, il me semble qu'à travers tout ce dont on a discuté, se régit au niveau de la planification. Au niveau de la planification et de ce fait d'une implication plus importante des autorités. C'est ce qui me semble important. Alors, Madame Ketia, je vous donne la parole pour conclure l'émission. C'est-à-dire qu'on vous remercie aussi parce que vous avez grandement contribué à ce que cette émission soit faite. Merci. Je dois reconnaître qu'on ne s'intéresse pas, nous-mêmes, en tant que journalistes, à ces questions-là. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir aidé à la préparation de cette émission. Merci. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez vos bâtons de pèlerin. Alors, qu'est-ce que vous voulez que ceux qui nous ont suivis ce soir à Abidjan, à Kigali et tout retiennent de cette émission? Voilà, je pense qu'on a suffisamment expliqué sur l'avantage thermique, sur les avantages généraux pour les matériaux. Mais moi, je voulais qu'on retienne sur ces écoquartiers, ce n'est pas seulement pour les habitants, mais même pour les dirigeants qui nous suivent, qu'on ne résout pas seulement une question de logement des populations, on résout beaucoup de problèmes que la ville a. C'est-à-dire qu'on va apprendre à traiter nos déchets. Aujourd'hui, dans ces nouveaux quartiers, les gens transportent leurs déchets eux-mêmes pour aller à la décharge. Là, on peut penser directement de traiter ces déchets pour en faire de l'énergie. Donc on ne jette rien, on réutilise et on travaille dans un système d'économie circulaire. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique pour les habitants, c'est bénéfique pour les États, c'est bénéfique pour les collectivités. Donc j'engage, nous on est prêts, on est disposés en tant que privé, en tant que professionnel à accompagner pour ça. Et d'ailleurs nous on a une réflexion en tant qu'entrepreneur sur un écoquartier dans la ville de Yaoundé pour en faire un modèle, pour étudier, voir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait et donc pouvoir créer un environnement qui va avoir toutes les composantes dont on vient de parler en créant une vraie économie et en étant un endroit de vie pour les habitants de Yaoundé, de la proche banlieue. D'accord. Merci à tous les CAC d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur ce sujet. Madame, Monsieur, nous vous remercions également d'avoir été une fois de plus au rendez-vous. Prenons rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle édition de l'Intelligence du Monde. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.